Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à ce webinaire, cette discussion, puisque vous aurez l'occasion de soulever des questions par écrit au niveau du chat et vous pouvez les introduire évidemment quand vous voulez. Je suis très heureux d'aborder un sujet pour le moins important, celui de l'avenir du médecin à l'ère de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui va évidemment se développer et se répandre à l'avenir sans aucune discussion. On ne peut pas s'opposer à l'intelligence artificielle, ce serait s'opposer au progrès, au même titre qu'on ne pouvait pas s'opposer à Internet ou au téléphone si on remonte encore le temps. Je ne vais évidemment pas beaucoup parler d'intelligence artificielle, qui n'est évidemment qu'une méthode, qu'une technique, mais je vais beaucoup me projeter dans l'avenir, parce que l'avenir m'intéresse, et l'avenir du médecin en particulier, parce que la médecine, c'est ma passion et mon hobby en même temps. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je parlerai peut-être ici et là de différents appareils. Je n'ai rien comme conflit. Nous parlerons beaucoup du futur et nous partirons évidemment du présent. Parce que le meilleur moyen de prédire le futur, c'est de le créer. Et c'est surtout difficile de savoir ce qui se passe maintenant. Et donc, nous devons travailler ensemble à un meilleur futur et donc contrôler ce progrès dans la route vers l'innovation. Je ne vais pas commencer par parler des méthodes d'intelligence artificielle, ça viendra bien plus tard dans l'exposé. Je voudrais parler de ce que nous avons, la technologie dont nous disposons aujourd'hui et des problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Bien entendu, on ne pourra pas traiter tout, mais on peut commencer par se dire que nous utilisons déjà beaucoup d'ordinateurs et beaucoup d'écrans. Et les écrans nous permettent d'avoir accès, évidemment, à beaucoup d'informations qui concernent notamment notre état de santé et le futur de notre santé. Il y a le futur des technologies, mais il y a aussi notre futur à nous. Et nous allons voir que ça, c'est un des éléments les plus passionnants de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, déjà, quand on entre dans une chambre de malade, on peut considérer que déjà à l'entrée, on a accès à un ordinateur qui pourra nous donner beaucoup d'informations à propos de l'histoire de la personne, à propos des radios, des électrocardiogrammes, des autres examens, des traitements en cours. Tout ça, nous l'avons évidemment déjà. Mais il y a des systèmes que nous avons que nous n'utilisons pas. On parle beaucoup d'hygiène, évidemment, à une période de Covid, mais quand on entre dans la chambre d'un malade, on est supposé bien se laver les mains. Et il y a des appareils qui pourraient contrôler la qualité du lavage de mains et qui pourraient laisser émettre un bip, 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 bip si le lavage des mains n'est pas optimal. Mais ça n'existe pas encore vraiment et pourtant, on pourrait l'avoir. Exactement comme avec le brossage de dents, il existe aujourd'hui des systèmes qui permettent de contrôler le bon usage de la brosse à dents et il nous permet d'avoir accès à cette information. Il existe déjà des systèmes qui permettent de mieux visualiser les veines. Ça peut être extrêmement utile. Déjà, quand on a une prise de sang et qu'on n'a pas de bonne veine, comme on dit, et évidemment, plus encore, quand il faut introduire des cathéters dans les veines, ces systèmes sont déjà apparus. Et pourtant, on ne les utilise pas beaucoup. Bon, parce que nous sommes un petit peu opposés parfois ou un peu lents à répondre au progrès. Et puis, il y a évidemment l'argent.
ces systèmes ont un certain coût. Regardez les malades qui ont besoin d'oxygène. Dans combien de cas l'infirmière ne va pas entrer dans la pièce, voir « Ah, maintenant vous avez un petit peu trop d'oxygène » et diminue un tout petit peu la quantité d'oxygène. Et puis l'infirmière va revenir une demi-heure plus tard et dire « Oh, maintenant c'est dans l'autre sens ». Mais vous ne croyez pas que ça pourrait être fait de manière automatisée? Ben oui, ces appareils existent. On a la saturation pulsée, donc au bout du doigt, on peut avoir la saturation en oxygène de l'hémoglobine. On le voit d'ailleurs dans le bas du dessin. Eh bien, on pourrait très bien avoir un système tout bête, comme un régulateur de vitesse à notre voiture, qui permette de réguler les apports en oxygène en fonction de cette mesure. Et effectivement, on peut concevoir que c'est assez simple à faire et ça permettrait de diminuer le travail infirmier et ça permet d'avoir peut-être aussi quelque chose dont l'adaptation est plus rapide que quand il faut attendre une demi-heure que l'infirmier ou infirmière revienne. Quand un malade développe un arrêt cardiaque, il faut se précipiter pour appliquer un choc électrique, nous le savons tous, nous l'avons tous vu au moins au cinéma, mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas reconnaître l'arythmie et donner un choc électrique comme il y a des défibrillateurs automatiques dans différents endroits publics ou dans des voitures de police, par exemple? L'antibiothérapie, lorsqu'il y a une infection, elle est basée sur quoi? Il faut qu'elle soit appropriée, c'est-à-dire il faut que l'antibiotique puisse agir sur le microbe qui est probablement impliqué, et puis il faut que ce soit aussi adéquat, c'est-à-dire qu'il y ait la dose adéquate qu'on donne par voie intraveineuse, intramusculaire ou par la bouche, et qui pénètre bien, et puis la dose doit être évidemment appropriée. Eh bien, tout cela pourrait être inclus dans un simple programme informatique qui prend en compte l'information venant du laboratoire de bactériologie, le type de microbe qu'on rencontre, par exemple, dans l'hôpital ou dans la communauté, la source d'infection, etc., les coûts. Et à partir de là, le système pourrait nous proposer 1 ou 2 antibiotiques avec la dose appropriée et nous recommandons, et le système pourrait nous recommander une manière de suivre le traitement, de le monitoriser. Et puis même, on pourrait avoir un arrêt de l'antibiothérapie ou une diminution de l'intensité de l'antibiothérapie en fonction d'une série d'éléments assez simples que nous récoltons ou que l'infectiologue récolte. Mais vous ne croyez pas que tout ça pourrait être fait automatiquement? Eh bien, regardez cet article de Evans qui propose exactement cela. De choisir les drogues à la bonne dose, au bon moment, d'évaluer les coûts, etc. Il y a plus de 20 ans. Et nous n'appliquons pas encore beaucoup ces systèmes, en tout cas pas celui de Salt Lake City en l'occurrence ici. Il y a quelque temps, j'avais écrit cet article avec mes collègues Slutsky de Toronto et Gattinoni de Milan, et on nous avait demandé de prédire la vie en soins intensifs en 2050. Et on écrit, les spécialistes en maladies infectieuses peuvent superviser des protocoles, mais ce sont des systèmes informatiques qui guident les choix antibiotiques et les doses adéquates de manière quotidienne. En plus, on ajoute un des premiers traitements que j'ai reçus, parce que nous étions le malade hospitalisé, on se met à la place du malade. J'ai reçu, en fait, en 2050, on ne serait plus là, nous avons mis notre enfant à notre place à l'hôpital en disant voici ce que notre fils ou notre fille dirait. Et notre fils ou fille dirait un des premiers traitements reçus à l'admission, c'est un vaccin. C'est un vaccin contre les organismes résistants, parce qu'on a évalué les facteurs de risque, on a évalué les micro-organismes résistants à l'hôpital. Il y a quelque temps, on aurait dit le staphylocoque. Aujourd'hui, ce n'est plus le staphylocoque qui est le plus méchant. Il y a d'autres micro-organismes, surtout gram-négatifs, les pseudomonas et autres, Klebsiella, etc. Et donc, on pourrait avoir des vaccins. Un problème important auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est celui des variables multiples. Beaucoup de choses à garder à l'esprit.
et beaucoup de choses qui devraient être mieux interconnectées. Vous entrez dans une chambre en soins intensifs, il y a toute une série d'appareils qui vous donnent certaines valeurs qu'il faut régler à titre individuel, et pourtant, ces appareils ne sont pas bien connectés. Il n'y a rien qui nous permette de visualiser les différents éléments de manière intégrée, de manière concertée, de manière intelligente. C'est de ça dont nous aurions besoin, effectivement. Et puis, comment voulez-vous interpréter, par exemple, un débit cardiaque? Nous pouvons mesurer la quantité de sang que le cœur éjecte par minute. Ça permet de voir comment le cœur fonctionne, ça permet de voir un certain nombre d'éléments concernant les caractéristiques du patient et de sa maladie. Mais si vous ne mesurez qu'une valeur de débit cardiaque, c'est comme si vous n'aviez en voiture que la vitesse à laquelle vous roulez. Si je vous dis que vous roulez à du 60 à l'heure, vous direz c'est bien ou c'est pas bien? C'est bon. Si je suis sur l'autoroute, tout le monde va klaxonner en disant que je vais pas assez vite. Et si je suis dans une ruelle, tout le monde va m'enguirlander, lever le poing en disant que je suis complètement fou. Eh bien, c'est la même chose. Parfois, les médecins sont heureux de dire que le débit cardiaque est à 4 litres par minute ou 5 litres par minute. Ça semble une valeur à peu près adéquate. Mais si le malade a une infection sévère, ce qu'on appelle le sepsis, ce n'est peut-être pas suffisant. Et si le malade revient à une salle d'opération en étant au respirateur, anesthésié, ne bougeant pas, en étant peut-être un peu hypotherme parce qu'il y a eu les effets de l'anesthésie, mais c'est peut-être trop. Et donc, on a besoin d'autres éléments pour interpréter cette valeur. Et ça, à l'échelle humaine, ce n'est pas évident de tout mettre ensemble. Ce n'est pas facile. Alors, on peut essayer, et c'est le genre de diagramme qu'on va proposer à l'étudiant ou aux jeunes, parce que c'est là-dessus que sera greffer le traitement. Est-ce que je donne plus de liquide par voie intraveineuse, des Baxter? Est-ce que je donne une transfusion? Est-ce que je donne un vasopresseur pour augmenter la pression artérielle? Ou au contraire, un vasodilatateur qui va plutôt diminuer la pression artérielle, etc., etc. Alors, on peut même aujourd'hui, grâce à nos écrans, effectivement, visualiser ces différents éléments sur un écran d'ordinateur. Ça n'est pas mal. Ça nous permet déjà de mieux intégrer les éléments cardiovasculaires. Mais ce n'est pas encore facile. Et l'autre aspect, c'est l'erreur. Errare humanum est, on oublie tous quelque chose à un moment ou à un autre. Le matin, vous pensez à tout ce que vous faites avant de partir, moi aussi. Mais parfois, je me rends compte en quittant le garage, quand je suis au volant, que j'ai oublié de mettre mes lentilles de contact. Je dois arrêter et retourner les mettre. Eh bien, c'est humain. Ce n'est pas parce que je suis complètement idiot que j'oublie mes lentilles, c'est humain. Eh bien donc, comment peut-on aider le médecin à ne pas commettre d'erreur et à ne rien oublier? À ne pas dire « Oh mon Dieu, ça j'ai oublié ». Eh bien, ceci est une image que j'ai prise il n'y a pas si longtemps dans un excellent centre américain. C'est encore du papier là, et au chevet du malade, avec un crayon, on coche des cases. Oui, oui, je n'ai pas oublié. Oui, oui, il y a tout ce qu'il faut comme traitement de la douleur. Oui, je n'ai pas oublié d'appeler la famille, etc. Checklist. Et nous avons développé le fast hug, hein, l'accolade rapide, hein, le bisou rapide qui reprend des éléments simples mais importants en soins intensifs. On n'a pas oublié de nourrir le malade. Eh bien, en soins intensifs, on oublie de nourrir le malade. Eh bien, ce n'est pas rare. Ce n'est pas rare, surtout quand on travaille par shift et qu'on prend un malade qui n'est pas nourri, on prend en charge un malade qui n'est pas nourri, et on ne se pose pas la question de savoir, mais est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à le nourrir? Il ne faudrait pas commencer à lui mettre un
liquide d'alimentation entérale, ce qu'on appelait un gavage dans le temps. C'est un terme abominable, mais un liquide d'alimentation entérale. Est-ce que le malade n'a pas trop d'analgésique? Oh, comme ça, il n'a pas mal. Oui, mais il y a un prix à payer. Vous avez trop de morphine, trop d'opiacés, vous êtes complètement endormi et peu réactif. Les agents sédatifs, oh, c'est bien comme ça, on dort bien, on n'est pas nerveux. C'est pas bon de trop dormir. C'est comme ça qu'on se retrouve extrêmement faible plus tard. On n'a pas oublié de donner un peu d'héparine pour la prévention des thromboses. C'est évidemment plus important maintenant encore en cas de Covid que dans d'autres circonstances, mais c'est toujours important. Je ne dois pas oublier, la checklist me le rappelle. Maintenant, il y a des mauvaises checklists, des choses qu'on ne va jamais oublier. Parler à la famille, il ne faut pas l'avoir une checklist, je m'excuse, mais ça, c'est vraiment le baba bobu du travail du médecin. Et regardez s'il n'y a pas d'escar, je m'excuse, mais l'infirmier, infirmière qui va aider à laver le malade va immédiatement le voir. Il ne faut pas que ça se situe dans une checklist. Alors voilà, pourtant, par exemple, lors d'une intervention chirurgicale, il y a beaucoup de choses à contrôler. Est-ce qu'on a bien fait tel et tel test au malade? Est-ce que le malade est dans la bonne position? Est-ce que le chirurgien a tout ce qu'il faut? Est-ce qu'on va opérer du bon côté? Ça semble bête, mais quand vous faites 100 fois un certain type d'intervention, 1000 fois un certain type d'intervention, il se pourrait qu'une fois sur 1000, pendant un moment, vous soyez parti du mauvais côté. En vous disant, non, 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 qu'est-ce que j'allais faire? Mais c'est ça la checklist. Et aujourd'hui, on recommande au chirurgien, avant d'opérer, de dire tout haut ce qu'il va faire. Je vais ouvrir le crâne à droite, de manière à ce que, si par malheur il devait se tromper, pour que les autres dans la salle d'opération puissent réagir et rectifier. Eh bien, les checklists longues, ça n'aide pas. Pourquoi? Et parce que l'anesthésiste qui va cocher toutes les cases, il va cocher les cases extrêmement rapidement parce que ça l'embête et il va faire autre chose tout en cochant toutes les cases. Nous savons tous ça. Une checklist trop longue, déjà une enquête d'opinion qui est trop longue, oh, on arrête avant la fin, il y a trop de questions. Mais quand vous avez un système pareil comme celui qui est sur l'écran, ah non, ça vous n'en voulez pas. Et pourtant, ce sont des bonnes questions. Et vous aimeriez bien, à partir de là, avoir accès éventuellement à des choses simples à faire. Rappelez-moi un peu qu'est-ce que je dois faire quand il y a ça. Ah, il faut aller. Ah, d'accord. Mais tout ça, c'est des aides dont on pourrait disposer. Nous avons aussi un problème de continuité des soins. Heureusement, on n'en est plus au papier, à l'écriture qu'on ne parvient même plus à bien relire. Il n'y a pas si longtemps pourtant qu'on utilisait encore du papier. Mais voilà, heureusement, on n'y est plus. Les dossiers sont informatisés. On a un certain accès aux dossiers, mais il est important de se rendre compte que cette automatisation, elle apporte de la sécurité. L'infirmier, infirmière qui donne un médicament à un malade a effectivement intérêt à utiliser un code barre pour s'assurer que c'est le bon médicament pour le bon malade. Vous allez me dire, un code barre au poignet du malade, ça je ne pourrais pas supporter. C'est ce qu'on disait il y a quelques années. Mais aujourd'hui, non, s'il vous plaît, donnez-moi le bracelet avec le code barre. Et le patient, il bouge dans l'hôpital, il va des urgences en unité chirurgicale, il va se faire opérer, il va en salle de réveil, peut-être en soins intensifs, il retourne en unité chirurgicale. Il y a là une continuité qui doit être maintenue, non seulement le même dossier, mais le même langage. Il faut qu'on puisse bien comprendre pourquoi on a commencé un tel traitement, pourquoi on va le continuer pendant un certain temps. Je vais probablement vous montrer cette image plusieurs fois. C'est l'image de la trajectoire du malade. Et ce n'est pas seulement d'une salle à l'autre de l'hôpital, c'est aussi de l'hôpital à la maison à l'hôpital. Il y a quelques années, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'aller comme professeur visiteur en Nouvelle-Calédonie.
à l'autre bout du monde, et les personnes, dans cette petite île, les personnes ont leur carnet de santé, dans lesquels les médecins indiquent tous les éléments pertinents. On retrouve les résultats de prise de sang et de radio, etc. Et donc, le patient peut remettre cela à son médecin à chaque visite, chez le médecin généraliste ou chez le spécialiste. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de passer par un service d'urgence en écoutant ce qui se passe à côté et d'entendre cette phrase crier à l'oreille du moribond? Vous avez été malade dans votre vie. Qu'est-ce que vous prenez comme médicament? Non, s'il vous plaît, toute cette information devrait être disponible immédiatement. Il n'y aurait qu'à introduire la carte d'identité dans le système. J'ai été visiter le Samsung Hospital, ben oui, l'hôpital de la firme célèbre de Séoul. Là, évidemment, dès que vous entrez, vous introduisez votre carte de visite et les différents éléments apparaissent. Et ça aide considérablement à comprendre les tenants et aboutissants, les caractéristiques du patient, les caractéristiques de la maladie. Et tout cela va évidemment être développé à l'avenir, d'autant que les télécommunications sont en train de se développer à une vitesse de V'. Et le Covid-19 nous a un peu, effectivement, aidé dans ce sens. J'aime bien cette image de mon ami, le docteur Varon, au Texas, qui a trouvé pas mal de mettre sa photo autour du cou dans le cadre d'une approche plus humaine avec ses patients qui ne voient que des personnes complètement déguisées avec un masque et on ne voit qu'à peine leurs yeux. Mais c'est pas mal de pouvoir mettre un visage sur un masque. Et nous savons bien, après le Covid-19, il y a des séquelles respiratoires, des séquelles de faiblesse, mais il y a aussi des altérations cognitives et des symptômes psychiatriques. Et donc, ces aspects humains sont évidemment extrêmement importants. Nous avons à Erasme comme ailleurs beaucoup développé les télécommunications lorsque les familles ne pouvaient pas venir aussi facilement dans les services pour qu'on puisse ainsi dialoguer entre proches et familles. Mais la télémédecine, c'est beaucoup de choses. Ça peut permettre, en fait, de superviser les unités de soins intensifs de manière continue. Et au départ, je n'aimais pas ça. J'étais très réticent à l'idée d'avoir des personnes qui surveillent les malades par écran interposé. Eh bien, je me suis laissé convaincre. C'est vrai que dans les hôpitaux américains, dans les unités de soins intensifs aux USA, le système s'est développé, mais considérablement. Et aujourd'hui, voilà un centre que j'ai visité il n'y a pas longtemps, près de Miami. Vous avez ainsi des centres de contrôle, comme des tours de contrôle, qui surveillent les malades hospitalisés, d'ailleurs tant dans les étages ordinaires qu'en soins intensifs. Mais ça aide les personnes qui sont sur place. C'est devenu maintenant quelque chose d'énorme. Vous avez des salles encore plus grandes que celles-là qui permettent de superviser toute une série d'unités de soins intensifs, parfois de petits hôpitaux, parfois de plus grands hôpitaux. La taille est variable. Bien sûr, il peut y avoir des limitations à avoir un traitement à distance. D'abord, il ne faut pas avoir des attentes exagérées. Il faut quand même faire confiance à ceux qui sont là derrière les écrans à une distance peut-être assez grande. Il faut savoir qui est en charge, qui décide. Est-ce que c'est le médecin qui est sur place quand même dans l'hôpital ou est-ce que celui qui supervise à partir d'un autre endroit? Et donc, il faut définir les politiques de communication. Mais vous savez, un gros problème dans les hôpitaux, c'est les gardes la nuit. Avoir un médecin de garde qui reste à l'hôpital, ça n'est pas drôle pour personne.
Et surtout, d'ailleurs, pour les proches de ceux qui sont de garde, qui n'apprécient pas tellement qu'ils s'en aillent pour la nuit. Eh bien, dès lors, ça coûte aussi cher, d'ailleurs, de payer des médecins de garde qui sont tout naturellement de mieux en mieux payés. Eh bien, les hôpitaux américains qui ont trouvé la formule qui consiste à envoyer des médecins à l'autre bout du monde pour 15 jours, 3 semaines, un mois. Et donc, ils pourront surveiller les malades quand c'est le jour là-bas et la nuit aux États-Unis. Et donc, pour eux, ils travaillent la journée comme ils travailleraient aux États-Unis. Et en dehors des heures de travail, ils peuvent encore bénéficier un peu de l'ambiance australienne. Finalement, ce n'est pas idiot. Ce sont des médecins qui connaissent le service, qui connaissent les habitudes du service. Et donc, c'est un petit peu comme s'ils travaillaient sur place, grâce à l'évolution de la technologie, grâce à l'évolution de ces caméras, grâce à l'évolution de tous ces systèmes informatiques. Et les radiologues, ça pourrait être fait aussi. Le médecin américain qui a été formé aux États-Unis, qui est rentré en Inde, est-ce qu'il ne pourrait pas, grâce au décalage horaire, évaluer les radios à un moment qui est propice pour lui, alors qu'il serait difficile d'avoir un médecin de garde à ce moment-là aux États-Unis? Moi, je crois beaucoup à la télémédecine pour les avis spécifiques. Et bon, on peut l'appeler robot si vous voulez, mais c'est un écran qui est monté sur un pied qui est à roulette. Et le consultant peut se trouver à distance et il peut d'ailleurs utiliser un joystick comme pour un jeu et ainsi évoluer dans le service de l'hôpital, voir le malade, voir les collègues, voir les gens qui travaillent dans le service et donner ainsi quelques conseils et avis. Mais ça, je crois que c'est pas mal. Vous avez besoin d'un pédiatre. Il ne faut pas que le pédiatre vienne nécessairement jusqu'à l'hôpital. Il peut donner son avis de la sorte. Vous avez besoin d'un neurochirurgien, même chose. S'il ne faut pas nécessairement opérer immédiatement, mais il peut venir donner son avis par l'intermédiaire de ces systèmes. Il n'y a pas de quoi avoir peur. J'en ai pas peur, au contraire. Personnellement, je trouve ça extrêmement utile. Et cette technologie, elle est là. Nous ne l'utilisons pas principalement parce qu'il y a des coûts. Et aussi parce qu'on a certains a priori que nous sommes ici en train d'essayer de combattre. Ces systèmes ne sont pas incompatibles avec un stéthoscope si vous voulez utiliser un stéthoscope et le son pourra être transmis à distance. Et puis, bon, de manière plus générale, est-ce qu'il n'est pas plus agréable pour un patient de voir le chirurgien qu'il a opéré 2 jours avant par l'intermédiaire de ces systèmes, plutôt que d'entendre le chirurgien dire, en dehors de toute période de Covid, pour entendre le chirurgien dire « Ah, je dois partir à un congrès aux États-Unis pendant 3 jours, c'est mon jeune assistant qui viendra vous voir. » Le jeune assistant peut venir de toute façon, mais c'est quand même sympa de voir celui qui vous a vraiment pris en charge. Et donc, il y a de multiples applications. Ici, c'est la guidance en cas de réanimation d'un arrêt cardiaque. Eh bien, on peut avoir ce type de support à distance. Et donc, pour ceux qui auraient des appréhensions vis-à-vis de la télémédecine, il y a moyen de décortiquer les éléments et d'avoir une approche ethnographique, si vous voulez, qui permet de discuter des perceptions et d'améliorer l'efficacité de ces systèmes. J'ai vu il y a quelques jours, peut-être 10 jours maintenant, une téléconférence avec un chirurgien qui était en salle d'op. Le juge voulait avoir son avis et le chirurgien s'est excusé. Il dit « Mais excusez-moi, mais je dois opérer, mais vous pouvez me poser la question, je vais opérer dans 1 minute. » Et comme ça, malgré tout, vous aurez mon avis à distance. Ça n'a pas été vraiment pris en compte par le juge, mais c'est intéressant comme concept. Alors, la télémédecine, c'est aussi en dehors de l'hôpital. Et quand on pense à ça, on se dit, mais oui, on pourrait aider dans des pays un peu éloignés ou dans des régions éloignées. On pourrait ainsi aider le médecin qui se sent un peu seul.
certes. Mais on peut aussi continuer à traiter, à surveiller, à apaiser les patients qui sont chez eux. Et avec des équipes qui se déplacent à domicile, ça nous permet de désengorger les hôpitaux et d'améliorer la qualité de vie de ces personnes. On peut même avoir des équipes mobiles de diagnostic qui viennent faire, pourquoi pas, une radio ou qui viennent faire une procédure, évidemment des prises de sang, mais ça pourrait être autre chose, au domicile du malade. Eh bien, c'est intéressant, quand j'étais dans un centre américain il y a un an ou deux comme visiting professor, ils ont parfois renvoyé des patients des soins intensifs à la maison. Des soins intensifs à la maison, ça, chez nous, ce serait totalement inimaginable. Vous pensez bien, comment est-ce qu'on pourrait faire une chose pareille? On passe toujours par la salle ordinaire de l'hôpital. Et pourtant, les études ont montré que les résultats sont bons. Pour certains malades, évidemment, pas tous, mais pour certains malades, ils pourraient aller directement à la maison avec une surveillance à domicile. Ou même avant l'hôpital. Une fois de plus, je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais ceci est une surveillance de COVID à la maison. Bien sûr qu'on peut avoir l'oxymètre pulsé à la maison, c'est quelque chose qu'on a appris à utiliser au cours de cette pandémie, mais ce n'est pas le médecin qui passe tous les jours qui va pouvoir surveiller de près ce malade. Avec la télémédecine, on peut contrôler l'évolution de l'affection et proposer au malade de sortir de son lit ou au contraire d'appeler l'ambulance et de venir à l'hôpital. Nous avons déjà des robots. Nous avons déjà des robots qui nous aident. Et par exemple, je vais commencer par les robots hospitaliers. Dans bon nombre d'hôpitaux, ces robots peuvent amener du matériel, amener du linge, amener de la nourriture, amener de l'équipement. À Nouméa, encore une fois en Nouvelle-Calédonie, il y avait un tel robot qui apportait les médicaments et différentes choses dans les salles. Évidemment, le robot s'arrête dès qu'il y a un obstacle. Bien entendu, il n'y a aucun danger et ça permet effectivement de diminuer les besoins en personnel. Ce n'est pas très drôle nécessairement de pousser un chariot. Mais bon, le robot, c'est aussi la chirurgie. Le robot peut aller là où les mains du chirurgien ne peuvent pas facilement aller. Et donc, le robot peut être à 2 mètres ou le robot peut être beaucoup plus loin. Donc, on peut très bien imaginer, avec le système de support suffisant, que le chirurgien puisse opérer à distance. À partir du moment où le chirurgien peut se trouver à 3 ou 4 mètres du malade en salle d'opération, pourquoi ne pourrait-il pas intervenir à distance? Je me trouve dans un petit hôpital, près de ma résidence secondaire en Provence ou ailleurs. Eh bien, je vais à l'hôpital du coin, mais je peux quand même me faire opérer par un chirurgien que je connais, que j'apprécie, qui m'a déjà opéré ou qui a la réputation dans le domaine. L'anesthésie est devenue de plus en plus informatisée. C'est l'ordinateur qui commande les seringues. Ici, c'est une image que j'aime beaucoup. C'est le médecin qui tient le probe, qui tient la sonde, et c'est le robot qui fera le geste pour intervenir, pour introduire l'aiguille. Et donc, déjà il y a quelques années, on écrivait « La machine peut faire mieux que l'homme ». Mettre un tube dans la trachée, c'est un acte courant d'un anesthésiste, ça peut être fait par un robot. L'anesthésiste sera à côté. Il pourra intervenir s'il y a vraiment une complication totalement inattendue, mais sinon, la programmation du robot nous permettra finalement de mieux faire que lorsque c'est un être humain, même s'il est bien formé, qui doit le faire. Et encore une fois, le robot peut envoyer l'information ailleurs si nécessaire. Oui, on peut améliorer la qualité de vie des patients. Dans le temps, les infirmières
offrait une cigarette aux patients parce qu'on ne pensait pas que ça pouvait être tellement mauvais. Après, ça a été les livres à lire, mais voilà, c'est un peu passé avec le développement informatique. Mais les proches peuvent distraire les patients, peuvent raconter la petite histoire qui leur plaira d'entendre, peuvent aider à nourrir. Donc, les aspects humains ne doivent pas être évidemment négligés, mais plutôt que d'avoir des liens qui empêchent le malade de bouger, d'arracher ses tuyaux, comme on dit, peut-être mieux d'avoir la main d'un proche. Ou pour prévenir les thromboses, le proche peut peut-être appliquer le massage du muscle qui pourra être utile. Et donc, on en revient à ce que je veux dire, c'est qu'avec toute cette évolution technologique, il y a aussi une évolution humaine qui va dans le bon sens. Il y a quelque temps, on disait les familles en dehors d'hôpital. Il y a les heures de visite et puis il faut rentrer chez vous. C'est fini les heures de visite, où ça doit l'être. Et les familles, au contraire, sont bienvenues. Voici un article relativement récent où on décrit le rôle des proches. Le rôle des proches qui peuvent faire part d'un tout petit peu de confusion qu'on n'aurait peut-être pas noté, ou d'un petit peu de difficulté à respirer qui n'est pas tout à fait celle que le patient a d'habitude. Et donc, dans les hôpitaux maintenant, on réserve des places pour les proches, un espace de vie, avec un petit four à micro-ondes, avec une petite cuisine, et puis on sympathise avec les autres. C'est une sorte de mini-hôtel, et évidemment, il y a des écrans d'ordinateur pour pouvoir consulter les programmes ad hoc, parce que tout le monde va les voir sur Internet quand on parle de la maladie d'un proche. Eh bien, ou bien on a un enseignement structuré, ou bien on a une assistante ou un assistant qui vient montrer les différents programmes de manière à s'assurer que nous allions effectivement au bon endroit, parce qu'on peut trouver évidemment le tout et son contraire sur Internet. Et donc, nous sommes tous autour du malade. Bon, j'ai difficile de parler de tout ça sans montrer cette image du premier chien qu'on a amené en soins intensifs dans notre service. Il était bien emballé, on avait peur que les gens dans le couloir, dans le hall, poussent des hauts cris en voyant un chien arriver à l'hôpital. Eh bien, l'arrivée de ce chien a fort aidé cette jeune fille qui était profondément déprimée parce qu'elle ne voyait plus son chien préféré. Mais maintenant, il y a des chiens dans les hôpitaux américains qui viennent tenir compagnie aux malades. Et pourquoi pas, on peut mettre le malade en communication avec une vache, ou comme ici à Londres, on peut même amener un cheval. On fera attention à ce que le cheval pourrait déposer en chemin. Et d'autres animaux pourraient être considérés. On amène les enfants en salle d'opération dans une petite voiture. Mais pourquoi pas? Et puis, il faut distraire. Et c'est là que je voulais en venir. C'est que les systèmes informatiques peuvent permettre aux gens de se distraire, de jouer. Le clown, c'est bien, nous sommes très heureux d'avoir un clown qui vient dire bonjour, notamment aux enfants, mais aussi aux adultes, pourquoi pas. Ça fait du bien. Voici une image de Covid d'une infirmière qui fait de la musique et qui joue un petit air aux malades dans le service de soins intensifs. Mais les apports technologiques peuvent faire beaucoup plus. Comme ici, la réalité virtuelle, le malade peut voir des images choisies de son environnement, de sa campagne, des images qu'il aime voir. Il aime voir la mer, la plage. Eh bien, pourquoi pas? Ça peut le distraire, ça peut l'intéresser, ça peut le motiver. Et donc, effectivement, dans le même article auquel je fais allusion de manière répétée, il y a même des robots qui racontent des histoires. Vous savez, la communication avec le patient, on demande parfois à l'étudiant infirmier, ah tiens, tu veux pas un petit peu lui parler? Moi, j'ai essayé d'avoir l'un ou l'autre volontaire qui vient parler à des malades qui n'ont pas beaucoup de famille et à qui ça ferait tellement de bien de pouvoir un peu parler. Eh bien, les volontaires, en général, ils ont un peu peur d'aller en soins intensifs. Ou bien on me dit, non, il faut quand même, on ne peut pas mettre n'importe qui comme volontaire, il faut qu'il y ait un certain nombre de tests, etc., ce qui rebute un peu ceux qui aimeraient participer. Mais bon, le robot
peut évidemment distraire. Le robot social, et plus il est intelligent, et plus, évidemment, c'est apprécié. On peut même avoir des robots, évidemment, qui parlent exactement comme le robot maintenant peut donner les nouvelles. Le journal télévisé peut être délivré par un robot. Et donc, on pourrait très bien avoir toute une histoire racontée par un robot qui pourrait être suffisamment intelligent que pour interagir avec le patient. Alors, l'exercice, c'est fondamental parce que en soins intensifs plus qu'ailleurs, il y a un après la maladie et il y a toute la faiblesse qui viendra. On l'a bien vu maintenant avec le COVID, mais c'est vrai pour d'autres maladies aussi. Il y a une convalescence, une revalidation. Il faudrait essayer de commencer le plus tôt possible. On encourage maintenant les malades à pédaler. On les encourage à se lever, on les encourage à pousser leur respirateur dans les couloirs, à sortir en poussant leur respirateur. C'est ça qui va les aider à retrouver la vie la meilleure possible, le plus vite possible. Dans cet hôpital néerlandais, ils ont une piscine pour malades de soins intensifs. Vous voyez le tuyau du respirateur, on met le malade dans la piscine où il pourra quelque peu nager, tout en étant traité par ventilation mécanique. Et donc, ça, c'est quelque chose de bien que nous faisons maintenant partout. Faire pédaler les malades, ça devient réellement une activité assez fréquente. Si vous n'avez pas l'appareil, vous pouvez inviter le malade à jouer au football avec un petit ballon gonflable. Mais nous revenons au robot. Je suis en rang. Je suis en rang, je viens pour l'exercice. Et en avant, nous avons tous vu ça à la télévision ou dans les journaux, mais plus ce robot est intelligent, et mieux c'est. Et donc, là aussi, on le raconte. C'est en open access, si vous voulez, vous pouvez lire tout le papier, mais j'ai mon Jim, mon robot personnalisé, qui m'explique comment il peut effectivement aider à faire toute une série d'activités. Et puis, si le malade s'en va, eh bien oui, grâce à ce code barre, cette puce électronique, on pourra le suivre dans l'hôpital et savoir, oui, il est là, ah oui, il prend probablement une tasse de café là au rez-de-chaussée. Pourquoi pas, on peut bouger à l'hôpital. Et donc, tout ça peut vraiment changer nos vies. Déjà, le smartphone a changé nos vies, et puis nous savons tous que le smartphone a de plus en plus d'indications relatives à notre santé, non seulement le nombre de pas que nous avons fait, mais il peut nous donner effectivement la fréquence cardiaque, nous donner des conseils alimentaires, etc. Et le smartphone, chez le prestataire de soins, peut aussi donner des informations concernant les malades. Et ici, c'est par exemple un score SOFA, qui est un score d'insuffisance d'organes, qui peut être facilement obtenu sur un petit terminal. Et pour celui qui prend en charge un malade, il peut tout de suite voir qu'il y a une petite altération de la fonction des reins et une petite altération de la fonction des poumons, etc. Alors, nous en arrivons effectivement quand même à dire quelques mots des principes d'intelligence artificielle pour être complet, mais je suis, comme je l'ai dit en commençant, je ne suis pas spécialiste en intelligence artificielle, mais le machine learning est vraiment une étape extrêmement importante dans laquelle on peut créer des algorithmes qui vont évoluer sans intervention humaine à partir de grandes bases de données, les big data. Une fois qu'il y a des big data, avec une certaine information disponible relative à ces big data, le système peut apprendre par lui-même. Et quand on arrive au deep learning, comme vous le savez sans doute, il s'agit d'un système plus sophistiqué, où là, il y a toute une série d'épaisseurs, si vous voulez, dans les réseaux neuronaux de l'intelligence artificielle, ce qui nous permet alors d'arriver à une réflexion beaucoup plus sophistiquée qui en arrive à reproduire les fonctions du cerveau humain.
Alors on dit que l'intelligence artificielle a commencé avec Turing hein, en 1950 dans son Imitation Game, hein, dont on a fait le film, qui a effectivement permis de montrer que la machine pouvait faire aussi bien que l'homme. C'était le début d'une belle histoire avec, vers les années 1980, l'apparition du machine learning. La machine apprend par elle-même il y a 40 ans. Et maintenant, le deep learning qui reproduit vraiment l'intelligence artificielle. Alors, au début, tout est supervisé. Ça veut dire qu'on dit à la machine ce qu'il faut faire. Et puis, évidemment, lorsque la machine apprend par elle-même, ça devient non supervisé. Et donc, le machine learning, le deep learning sont des sous-sections au sein de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle elle-même n'est pas facile à définir, mais je ne suis pas certain que pour notre exposé de ce soir, que nous ayons besoin d'une définition bien précise. Le point important, c'est qu'il existe effectivement des réseaux neuronaux, neural networks, qui peuvent devenir profonds et qui peuvent dès lors se rapprocher de l'intelligence humaine. Les applications, évidemment, sont nombreuses, et là aussi, je vais devoir faire certaines sélections. Évidemment que ça peut aider à développer de nouveaux médicaments, mais je ne vais pas vraiment en parler. C'est vrai que ça peut aider à développer énormément d'aspects de la médecine. Je vais, de manière assez schématique, voir 3 éléments. Évidemment, les diagnostics. Le diagnostic d'une affection peut être plus facilement atteint par ces appareils d'intelligence artificielle. Vous avez maintenant des programmes sur votre smartphone qui permettent d'identifier une fleur. On prend la photo de la fleur ou simplement on visualise la fleur et le programme peut vous dire ce dont il s'agit. Ça peut évidemment être appliqué en médecine et en dermatologie pour commencer, évidemment. Pourquoi pas? Et effectivement, c'est il y a quelques années que ce papier très célèbre de Nature a montré qu'un système d'intelligence artificielle peut reconnaître le mélanome mieux que le dermatologue formé. Peut-être qu'il y a un dermatologue dans l'Assemblée ou ailleurs qui dira « pas moi, pas moi ». Des dermatologues formés. Et ça marche de manière assez simple finalement. On donne toute une série d'images d'affections bénignes, c'est la partie supérieure à droite de l'image, et des cancers de la peau. Évidemment, l'œil averti du dermatologue va identifier la lésion qui semble bénigne et la lésion qui semble maligne. Mais comment fait cet œil? Comment fait le dermatologue? Mais dites-moi. Ah, ben ça, c'est à partir de toute une série d'éléments de l'image. Mais ces éléments pourraient être passés au crible par un système informatique qui permettrait alors de séparer entre une affection maligne ou bénigne, avec si possible une justification, pour qu'on apprenne et qu'on voit là où il peut y avoir une erreur, puisqu'évidemment, au début, il va falloir nourrir le système et dire voilà, il y a l'épaisseur comme ci, comme ça, qui nous fait décider, il y a la couleur, il y a le degré d'invasion, etc. Et donc ça, c'est la première étape qui est du supervised learning. On va apprendre à l'ordinateur à identifier le mélanome. Et donc, ça va partir de la symétrie, la régularité des bords, de la couleur, des diamètres, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait alors quand il y a la symétrie qui est là, mais finalement la régularité est OK, ou finalement le diamètre est plus grand, mais la couleur, etc. Comment ça marche? Et c'est là qu'arrive le machine learning. On dit ça, je décide que c'est un cancer, ça, on décide que ce n'est pas un cancer. Et ce que fait la machine, c'est séparer en clusters, séparer en groupes. Et c'est en bas à droite, là, cette image d'une ligne qui va séparer, au début tant bien que mal, et puis de mieux en mieux,
les affections cancéreuses, les affections non cancéreuses. Et donc, il va y avoir une courbe d'apprentissage qui va nous mener finalement à un deep neural network qui va aboutir au deep learning. Ça veut dire qu'il va y avoir des étapes intermédiaires avec différents poids accordés à différentes caractéristiques de la lésion cutanée qui nous permettra de décider avec de plus en plus de précision. Et donc, vous allez voir la courbe d'apprentissage qui va monter et qui va monter d'autant plus haut que le système est perfectionné. Et finalement, alors, c'est vrai, l'homme ne doit plus rien faire dans le développement du programme, c'est la machine qui apprend par elle-même, parce qu'elle a eu beaucoup de data, beaucoup d'images. Et elle va ainsi nous donner le diagnostic. Et à l'avenir, on pourra utiliser son smartphone sur sa lésion. Il ne faudra pas nécessairement aller voir le dermatologue pour savoir s'il y a une suspicion de mélanome ou pas. Notre programme de smartphone pourra l'indiquer. Ça ne nous empêchera pas d'aller voir le dermatologue s'il y a le moindre doute, parce qu'il faudra bien dire, évidemment, à ce programme d'intelligence artificielle qu'en cas de doute, évidemment, il ne faut pas se prononcer. L'imagerie va faire des progrès encore considérables. C'est tous les jours qu'il y a des progrès fantastiques dans le domaine, mais quand on y pense, une fois que l'imagerie est prise, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un radiologue pour examiner la radiographie? Mesdames, la mammographie, aujourd'hui, c'est encore une image que le radiologue va regarder en se demandant s'il n'y a pas là, quand même, une petite tumeur. Mais vous ne croyez pas qu'un système informatique pourrait faire mieux à partir du moment où je comprends? Et c'est ce qu'on fait quand on se forme en radiologie. Le radiologue va dire, tu vois, ça, eh bien ça, je me méfie parce qu'il y a ceci et cela. Mais dites-le à la machine! Et donc, le rôle du radiologue va changer considérablement à l'avenir. Le radiologue va surtout apprendre à manipuler la machine et à en tirer le plus d'informations importantes possibles. Et donc, dans notre article ici, en 2050, on dit, ce qui est vraiment cool, c'est que l'interprétation de la radio vient tout de suite sans qu'on ait besoin d'un radiologue. Encore une fois, je ne vais pas dire que toutes les spécialités vont s'amenuiser, mais c'est sûr que même dans les programmes compliqués, les radiographies sophistiquées, la machine va arriver à beaucoup mieux définir un diagnostic que l'homme. Même quand on a des belles images de ce type qui excitent beaucoup les radiologues ou les neuroradiologues dans ce cas, et je les comprends, bien entendu, ces images peuvent être évidemment quantifiées et interprétées. Le pneumologue peut être intéressé par la tomographie par impédance électrique, et bien là aussi, nous pouvons être aidés. Alors, plus encore, l'endoscopiste, le gastro-entérologue, il peut utiliser des systèmes d'intelligence artificielle pour pouvoir distinguer, là aussi, le polype cancéreux du polype bénin, sans ou avant avoir pu avoir des résultats de la tomopathologie, de l'examen pathologique. Et donc, ça nous permet d'ailleurs de mieux orienter la résection, qui sera évidemment plus limitée si c'est bénin que si c'est malin. Alors, vous voyez cette image qui n'est déjà pas toute récente. Vous voyez Trump en haut à gauche, là, il avait l'air peut-être un peu plus jeune qu'aujourd'hui. Mais à votre avis, IBM et son fameux Watson, à quelle vitesse interprètent-ils les radios? Ils reçoivent 360 millions d'images en 24 heures. Bon, maintenant, ça sera peut-être même un peu plus. 360 millions d'images. Alors, vous aimez aller chez le radiologue
reconnu, expérimenté. Et c'est un petit jeune par rapport à la machine que vous pouvez utiliser après 24 heures de formation, parce que 360 millions d'images, ça représente vraiment une longue période professionnelle. Les détections d'arythmie. Un simple patch sur la peau nous permet de visualiser des arythmies. Quand j'étais jeune, on avait besoin d'un médecin pour interpréter l'électrocardiogramme et moi-même, j'ai appris, comme les autres médecins, à bien pouvoir interpréter un électrocardiogramme. Mais aujourd'hui, on regarde essentiellement là, le diagnostic qui apparaît au-dessus de l'électrocardiogramme et c'est tout à fait fiable. Alors l'écho, quand on fait un écho, d'abord tout ça est miniaturisé, on peut le faire avec effectivement son smartphone en mettant la sonde sur la peau du malade au bon endroit. Et puis l'image, elle peut partir loin. Nous pouvons prendre les images en ambulance et les envoyer déjà à l'hôpital pour que les médecins soient prêts à accueillir le malade. On peut faire l'examen échographique à Munich et l'envoyer à New York ou à Boston. Pourquoi pas? Et si l'image est justement un peu complexe, si on hésite, c'est quelque chose de vraiment très, très rare. Mais je peux partager l'information avec un collègue et lui demander, est-ce que tu ne peux pas regarder avec moi? Et donc, le monde, the world is flat. Le monde nous permet d'avoir accès à ces images, mais comme ça, en une seconde. Et puis les images, c'est bien, les images de diagnostic, mais il faut un traitement. Mais le traitement, une fois qu'on a un bon diagnostic, souvent, ça va un peu de soi. Du moins, les options vont un peu de soi. Une fois qu'on peut intégrer l'histoire du malade, l'examen clinique, les examens complémentaires, mais encore un chiffre ici, IBM Watson, il peut lire 200 millions de pages de texte en 3 secondes. Et donc, si on lui fournit des dossiers médicaux dans lesquels il est clairement établi qu'il y a un cancer de la prostate, mettons, mais il peut retrouver dans les dossiers tous les éléments particuliers qui caractérisaient ces malades. Big data, ça peut être des milliers et des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui ont des cancers de la prostate. Et ça permet alors d'intégrer toute cette information et de pouvoir effectivement concevoir les options thérapeutiques. Donc, on a l'histoire, l'examen, les résultats de tests sanguins, l'imagerie, pathologie, ce que vous voulez. On peut, à partir de là, considérer telle ou telle option thérapeutique. Mais ce qui est, pour moi, intensiviste, peut-être le plus passionnant, mais tout est passionnant, mais peut-être encore plus, c'est la prédiction. C'est savoir quel malade va se dégrader. Parce que pour l'intensiviste, pour le médecin hospitalier, il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver à l'hôpital le matin et d'apprendre qu'on a retrouvé un malade mort dans sa chambre à 6 heures du matin. Et pourtant, l'infirmier était passé à 5h30 et ça allait. Mais à 6 heures, il était mort et on l'a retrouvé mort. Ça, c'est quelque chose qui doit absolument disparaître. Ou le malade qui se dégrade et on ne l'a pas vu à temps et il a fallu appeler l'équipe d'urgence. Avec les appareils dont on dispose aujourd'hui, ceci ne doit plus se produire. Voici, encore une fois, à l'Université de Floride, un système assez rudimentaire et pourtant, il peut nous sembler déjà assez élaboré. Je m'explique. L'infirmière qui vient dans son service banalisé de l'hôpital, peut ainsi voir immédiatement que les malades des lits 86, 90, 84, 89 sont des malades qu'il va falloir surveiller de plus près. Par contre, là en bas, les 91, 94, 93, ça c'est probablement des malades qui vont au fauteuil, qui vont marcher un peu et qui vont probablement quitter l'hôpital très bientôt et qui n'ont pas un danger, qui ne sont pas vraiment en danger. C'est basé sur quoi? Des choses simples. La fréquence cardiaque, la fréquence
respiratoire, la température. Ce sont des signaux intégrés, ce sont des systèmes informatiques qui sont très simples, ce n'est pas de l'intelligence artificielle très sophistiquée. Mais la technologie est là. Voici ici un papier d'il y a plusieurs années déjà, nous montrant que par une analyse de la face, on peut évidemment avoir la fréquence cardiaque. Pourquoi? Parce qu'il y a des tout petites pulsations au niveau de la peau qui peuvent être examinées pour en arriver à connaître le chiffre de la fréquence cardiaque. De même, la fréquence respiratoire par les mouvements du thorax. Nous savons tous que la température peut être estimée à quelques centimètres du front, parce que nous avons tous dû nous soumettre à ce test à un moment ou à un autre. Eh bien, ces mesures sont aujourd'hui fiables. On peut considérer que la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire peuvent être mesurées avec fiabilité à 5 à 10 mètres de la personne. Donc, dans une chambre, ça ne pose vraiment aucun problème. Et il ne faut plus tous ces fils-là, tous ces câbles de monitoring. Non, ce sont des systèmes qui peuvent fonctionner par Bluetooth et qui n'ont plus besoin de fil. Même l'électroencéphalogramme peut être communiqué ainsi sans fil. Et donc, cette technologie nouvelle est peut-être un tout petit peu impressionnante, mais c'est comme ça. On peut mettre un patch en dessous d'un lit, en dessous du lit, pour avoir la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et évaluer les mouvements du malade. S'il n'y a aucun mouvement pendant 1 heure dans la nuit, attention, est-ce que la personne n'est pas devenue plus comateuse? Et donc, ces appareils sont devenus de plus en plus simples et nous permettent de monitoriser toute une série de choses. On parle aujourd'hui en Belgique, enfin, ou plutôt aux États-Unis, du procès relatif aux opiacés aux États-Unis. C'est sûr qu'aux États-Unis, il y a eu des abus d'opiacés avec des insuffisances respiratoires liées à ça, alors qu'un capnomètre nasal nous permet de mesurer la PCO2 expirée et ainsi déceler les altérations de ventilation des malades qui sont sous morphinique et qui en ont besoin dans le cadre de douleurs aiguës, par exemple, post-opératoires. Quelques électrodes sur le thorax, on peut monitoriser la ventilation du malade, où que ce soit à l'hôpital. Et donc, à partir de là, on peut avoir une évolution de ces signes vitaux et d'autres variables qui concernent le malade et qui nous permettent d'avoir des informations même qu'on ne pouvait pas avoir jusqu'ici. Par exemple, la mesure non invasive du flux sanguin, voir si le sang circule bien. Je parlais de débit cardiaque tout à l'heure, on peut avoir une appréciation périphérique ou des tests biologiques non invasifs. Et ça peut être même une bague comme ça en sort. Donc, pas de problème. À l'avenir, nous allons avoir des systèmes de surveillance qu'on peut appeler NIOS, qui ne sont pas invasifs, qui sont ergonomiques, qui sont sans fil et qui sont intelligents. Et à partir de là, alors, on a la supervision générale et là, alors, on peut agir avant qu'il n'y ait un arrêt cardiaque, avant qu'il y ait un arrêt respiratoire, ce qu'on appelle le code blue dans les hôpitaux américains. On se précipite pour aller faire de la réanimation cardio-respiratoire. Ici, on pourrait envoyer plutôt un MET team, un Medical Emergency Team, donc une équipe qui va immédiatement évaluer le malade sans pour autant devoir courir avec le chariot d'urgence et le défibrillateur. Donc, le monitorage nous permet de déceler la dégradation plus précocement. Et là aussi, dans la trajectoire du malade, ça nous permettrait d'admettre en soins intensifs plus tôt, non pas « Ah, cette nuit, il a dû aller en soins intensifs, ça n'allait vraiment pas, tu sais. » Non, ça pourrait être prévu
grâce à l'intelligence artificielle qui évalue la progression des anomalies. Et donc, il peut y avoir des anomalies, par exemple, en post-opératoire, mais qui rentrent dans l'ordre. Il peut y avoir des alarmes parce qu'il s'agit vraiment d'une urgence vitale. Ce qu'on voudrait avoir, ce sont des alarmes plus précoces. Est-ce qu'il ne faut pas appeler un physiothérapeute? Est-ce qu'il ne faut pas aspirer les sécrétions trachéales? Est-ce qu'il ne faut pas transférer vers des soins intensifs? Alors, beaucoup de ces appareils existent aujourd'hui, mais il y a ce qu'on appelle l'alarme fatigue. La fatigue des alarmes parce que l'électrocardiogramme est tombé et l'alarme a sonné. Ah ouais, c'est les électrodes. La sonde de contrôle de la saturation du pouls est tombée. Oh oui, il a encore bougé, c'est l'appareil qui est tombé. Et à juste titre, en général, ce sont des fausses alarmes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est combiner ces alarmes de manière intelligente. Ça veut dire que si la température monte, mais que la fréquence cardiaque, la pulsation n'augmente pas, c'est peut-être un faux signal. Mais si la fréquence cardiaque augmente en même temps, et surtout si la pression artérielle baisse en même temps, attention, 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 là, le signal doit être lancé plus tôt. Ça va à une centrale et en avant, soit on envoie une équipe qui va transformer le lit pour qu'il y ait une meilleure surveillance là où elle est dans l'hôpital, soit on va amener en soins intensifs. Nous avions une table ronde là-dessus, toute une table ronde sur ce qui peut précéder les soins intensifs à l'hôpital, en discutant donc de ces teams, les teams de réponse rapide qui interviennent. Parfois, ce n'est qu'une infirmière ou qu'un infirmier qui va. Parfois, ça peut être le physiothérapeute, comme je l'ai dit, s'il s'agit d'aspirer des sécrétions ou changer les conditions de support ventilatoire en chambre ordinaire de l'hôpital. Parfois, ça peut être le médecin. Mais tout ça peut se faire de manière automatique, à vrai dire. Il ne faut pas y avoir une intervention humaine qui regarde et qui dit « Oh, ça peut se faire de manière automatique ». Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. On peut ainsi avoir des interventions avant la catastrophe. Et dans les hôpitaux américains, comme je le disais, c'est des systèmes qui se mettent en place. Il y a beaucoup de petites firmes qui se lancent là-dedans parce que ça, c'est un beau business. Hein, ça peut rapporter énormément. Pensez à un hôpital de 1000 lits qui équiperait ainsi 1000 lits avec ces systèmes informatiques. Ça peut être réellement un pactole. Et vous multipliez ça par plusieurs hôpitaux parce que ça marche bien. Vous serez vite très bien sur le plan financier. Mais voilà, si ça ne marche pas, la firme disparaît. Il y a beaucoup de firmes là, qui se lancent là-dedans et puis qui disparaissent parce qu'elles n'ont pas les reins assez solides ou les idées suffisamment bonnes. Aujourd'hui, comment ça marche? C'est des index, c'est des scores qui intègrent des variables assez simples. Et alors, on a un Rothman index, des choses qui peuvent aider, mais qui vraiment seront remplacées grâce à l'intelligence artificielle par des systèmes beaucoup plus sophistiqués. Et justement, ce papier d'Escobar, sorti dans le New England Journal of Medicine il n'y a pas longtemps, nous montre que quand on applique ces systèmes, on peut réduire la mortalité de 15%, 15% de mortalité en moins. Évidemment, on parle bien de 19 hôpitaux, de plus de 550, enfin de près de 550 000 hospitalisations en dehors des soins intensifs, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Il faut prévoir la dégradation. J'ai visité à l'hôpital militaire de San Antonio un centre de recherche qui est phénoménal. Vous voyez cet appareil, c'est un appareil qui applique une pression négative dans la partie inférieure du corps. Donc, ça simule une hypovolémie. Donc, le volontaire se met dedans. On applique une pression négative autour des jambes et du bassin, de manière à ce qu'il y ait plus de sang qui stagne dans la partie inférieure du corps. Donc, il y a moins de sang qui retourne au cœur. C'est un modèle d'hypovolémie, comme en cas de saignement léger. Eh bien, avec un appareil qui ressemble à un oxymètre, qui est un plétismographe, par l'analyse de courbes en utilisant l'intelligence artificielle, on peut identifier le tout petit saignement
avant, bien sûr, que la pression artérielle ne baisse et avant que la fréquence cardiaque s'accélère. Avant, on ne voit rien, si ce n'est qu'il y a quand même ce petit signal. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire parce que finalement, ça montre que des éléments extrêmement minimes peuvent être pleins d'informations pertinentes. Papier récent montrant qu'avec un système d'intelligence artificielle assez sophistiqué prenant en compte toute une série d'éléments, on peut prévoir que le malade va se cracher, comme on dit dans le langage un peu commun, et donc comment on pourra identifier celui qui là risque de saigner de manière plus importante ou d'avoir une chute de son débit cardiaque ou d'avoir une insuffisance respiratoire. Et donc, tout ça nécessite une intégration de variables. Je vous disais en commençant qu'on a vraiment besoin d'une meilleure intégration de variables. Eh bien, c'est là que nous sommes et nous pouvons intégrer maintenant le diagnostic, le traitement, la prédiction. Dans notre vie de tous les jours, l'intelligence artificielle nous permettra d'avoir déjà, en marchant dans notre salle de bain, toute une série d'informations, y compris d'ailleurs sur notre taux de sucre dans le sang ou notre taux d'urée dans le sang, évidemment notre fréquence cardiaque, évidemment, mais même dans le miroir, on pourra visualiser notre expression faciale. Notre smartphone va donner des informations importantes sur même notre diététique. En allant à la toilette, l'analyse d'urine automatique nous dira s'il y a du sucre ou s'il y a un problème rénal ou même, pourquoi pas, s'il y a un marqueur suggérant qu'il y a un cancer. Et l'intégration de tous ces éléments est quelque chose d'extrêmement positif. Chez le malade chirurgical, on peut parler de ces tours de contrôle comme on le fait ici, en intégrant l'imagerie, la caméra ambiante en salle d'opération, la caméra laparoscopique, les signes physiologiques. On met tout ça ensemble et à partir de là, on peut évaluer les risques de complications. Ça nous dira si le malade doit aller en soins intensifs tout de suite ou pas. Ça nous dira si le malade a besoin d'une surveillance rapprochée ou pas. Ça nous dira s'il faut peut-être, par exemple, donner des antibiotiques d'emblée. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ces systèmes nous permettent de visualiser en cours d'intervention les éléments qui peuvent être impliqués. Et plutôt que d'envoyer une petite biopsie à l'anatomopathologie pour une extemporanée en attendant 10 minutes les résultats, on les a immédiatement ici de par le programme qui nous permet d'identifier les limites de la lésion et l'intensité de la lésion. Alors, ces systèmes seront très commodes à utiliser et surtout nous permettront d'avoir une médecine personnalisée. On a un peu perdu ça. On a un peu perdu ça au XXe siècle en essayant d'avoir des protocoles pour tout. Eh bien maintenant, nous allons pouvoir mieux caractériser les différents aspects, différentes variables de chaque malade. Aux États-Unis, encore aujourd'hui, on fait des protocoles pour tout. On fait des protocoles pour ceci, des protocoles pour cela. Et la pression artérielle chez le malade grave, il faut la mettre à 65 de moyenne ou à 80 de moyenne. Mais ça n'a aucun sens de prendre des populations de malades comme ça et de dire il faut tous les mettre à tel ou tel niveau de pression artérielle. Mais non, ça c'est anti-intelligent. L'intelligence, c'est de pouvoir identifier le niveau de pression artérielle qui convient à cette personne-ci. Voici un papier dont on parle beaucoup, il a presque 3 ans maintenant, de Komorowski, qui a utilisé un programme d'intelligence artificielle, je vais résumer très simplement, qui permet de voir si pour un malade qui n'est pas encore sorti des flûtes, qui est encore dans un état précaire, s'il faut donner davantage de liquide intraveineux ou s'il faut donner davantage de vasopresseurs pour monter la pression artérielle. Eh bien, le système informatique, l'intelligence artificielle, va avoir des informations concernant des dizaines de milliers de malades
parmi lesquels certains ont survécu, d'autres sont morts. Et en prenant ainsi, en les séparant et en testant différentes thérapeutiques, c'est un petit peu comme le jeu d'échecs. Comment arriver à faire un échec et mat et à gagner aux échecs? C'est si je fais ça, il va se passer ceci, etc. Eh bien, ici, la machine a pu, de manière explicite et intelligente, recommander de donner plus de liquide ou au contraire de donner des vasopresseurs. Et donc, ça nous permet d'individualiser nos traitements. C'est ici que je parlais des 3 P de la médecine intensive, si vous voulez. Aujourd'hui, on fait des grandes études sur des populations qui ne sont pas bien caractérisées et ces études sont souvent négatives. Il n'y a pas de différence entre ceci et cela. On voudrait bien arriver à la médecine de précision, mais entre les deux, il y a au moins le 3e P qui est la médecine personnalisée. Et donc, à l'avenir, on pourra avoir cette information concernant la génétique, les résultats de différents tests, et ainsi, on pourra plus facilement orienter le traitement. Les cancérologues font de la médecine de précision, ils sont en avance par rapport aux autres. C'est fini, hein, les chimiothérapies comme ça qu'on donne de manière standardisée un peu à tout le monde. On en arrive maintenant à avoir une médecine plus basée sur les récepteurs. Déjà, il y a 15 ans, Martine Picard avait publié cet article très célèbre dans le New England en disant attention, il y a des cancers du sein qui répondent au trastuzumab et il faut pouvoir identifier ce caractère récepteur. La génétique est compliquée, mais l'intelligence artificielle nous permet de l'interpréter. Chez l'adulte, la génétique est un peu buried, enterrée, parce qu'il y a toute une série d'autres éléments qui déterminent le pronostic. Mais quand même, la génétique influence la pharmacologie, ce qu'on donne aux différents patients, les doses. Et donc, on ne fait pas beaucoup attention à ça aujourd'hui. Quand on va voir son médecin, il dit voilà, je vous donne tel médicament, vous le prendrez 4 fois par jour. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'adapter ces traitements plus précisément à chaque individu? On pourrait parler des corticoïdes dans les infections extrêmement sévères. Eh bien, on pourrait visualiser certains marqueurs qui nous permettraient de dire qui peut vraiment s'améliorer grâce aux corticostéroïdes. Je vois le temps qui passe, je peux encore prendre 5 minutes pour dire que si on peut à distance repérer et monitoriser des anomalies, des signes vitaux, on peut le faire par drone. Et ainsi, ça nous permettrait d'identifier d'ailleurs des malades infectés, COVID-19 ou autres, qui seraient en train de se promener ici ou là, parce que la température elle-même pourrait être monitorisée de la sorte. Et donc, la télémédecine dans le COVID-19, redisons encore un petit mot du COVID-19, mais ça peut être pour le malade qui n'a que quelques symptômes respiratoires et qui voudrait avoir un avis, ou un malade qui vient d'avoir un contact avec quelqu'un, ou le médecin lui-même qui ne peut pas voir son malade parce qu'il est infecté, mais qui se sent suffisamment bien que pour pouvoir donner un conseil de la sorte. L'intelligence artificielle nous permet de voir des choses que nous ne voyons pas. Elle est charmante, cette dame, non? Elle a de beaux yeux, elle a un beau sourire. Mais, attendez, tournons un peu par 180 degrés. Je ne sais pas si c'est des beaux yeux, je ne sais pas si c'est un beau sourire. Mais pour la machine, oui, bien sûr. C'est notre œil qui, en fait, s'est trompé. C'est nous qui nous sommes trompés. Et la machine, elle, par reconnaissance faciale, pourra identifier ce qui n'est pas habituel. Et donc, la reconnaissance faciale nous permet d'identifier celui ou celle qui n'est pas bien. Histoire classique, mon petit bébé n'est pas bien. Eh bien, je prends mon smartphone, je le filme, je l'envoie à un programme d'intelligence artificielle avec les renseignements utiles. Que s'est-il passé?
Que se passe-t-il exactement? Vous avez d'autres tests récents, etc. Et l'intelligence artificielle peut décider alors soit de vous envoyer auprès d'un pédiatre, soit de vous envoyer à l'hôpital, soit au contraire peut décider de vous rassurer en disant non, 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 attendez, ou bien donner un peu d'aspirine et puis revoyons dans une demi-heure si ça va pas mieux, alors on fera appel au pédiatre ou bien vous irez à l'hôpital, ça va pas mieux. Bref, toutes les possibilités sont là, mais si on pouvait faire appel à ce type de système pour ne pas toujours aller à l'hôpital ou hésiter entre aller à l'hôpital ou pas, qu'est-ce que je fais? Tu crois, je vais à l'hôpital, je vais pas à l'hôpital, j'appelle le pédiatre, je vais la déranger, je vais le déranger. Eh bien, ces systèmes peuvent réellement nous faciliter la vie. De même qu'en arrivant à l'hôpital, comme nous le savons tous, dans un service d'urgence, il y a un triage entre, bien sûr, des affections urgentes, l'infarctus, l'accident vasculaire, il faut faire quelque chose tout de suite. L'urgence, il ne faudra pas traîner pour voir l'arythmie, l'infection, l'asthme. Mais il y a aussi les affections non urgentes où on vous dira, vous savez, le service d'urgence est assez plein, vous allez devoir attendre peut-être 1 heure parce que vous n'avez seulement que des douleurs dans le dos ou un petit traumatisme, ça n'est quand même pas si grave, il faudra attendre. Mais ça peut être fait aussi par un programme d'intelligence artificielle qui peut même déjà vous évaluer quand vous vous asseyez dans un siège, puisqu'on peut prendre déjà la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température et pourquoi pas la pression artérielle. Alors, une question importante aujourd'hui, c'est aussi dans les services d'urgence, qui est-ce qu'on peut renvoyer à la maison? Qui est-ce qu'on doit envoyer à l'étage? Qui est-ce qu'on doit envoyer en soins intensifs? Alors pour ça, on utilise évidemment l'examen clinique, mais il y a des biomarqueurs, il y a des scores. À 3 heures du matin, le médecin qui est de garde à l'hôpital n'est pas toujours le plus expérimenté, il peut être un peu endormi quelque part. Alors quoi? Vous connaissez Staunton? Staunton est un jeune qui est arrivé à un service d'urgence après une blessure qui semblait relativement mineure. Les médecins ont un tout petit peu nettoyé et l'ont renvoyé chez lui. Il est revenu en sepsis, en infection extrêmement grave, et il est mort peu de temps plus tard. Et les parents ont donc créé cette fondation en disant non, ça ne peut plus se reproduire, on ne peut pas renvoyer à la maison un patient qui peut développer un sepsis. Et ça a vraiment changé la prise en charge du sepsis dans les services d'urgence aux États-Unis. Mais le tri d'un service d'urgence peut être amélioré par l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi au niveau des transferts d'un hôpital à l'autre, parce que grâce à la télémédecine, on pourrait peut-être garder des patients dans des petits hôpitaux avec des petits services d'urgence si on peut avoir l'avis du spécialiste par télémédecine. Et donc, ça nous permettrait de pouvoir rester dans un hôpital très périphérique sans devoir aller nécessairement au grand hôpital qui est à 50 ou 100 km plus loin. Mais même si on a un infarctus, à vrai dire, est-ce qu'on a nécessairement besoin d'aller à l'hôpital où ils peuvent faire les PTCA, comme on dit, où ils peuvent faire les coronarographies et les actes techniques qui s'imposent? S'il y a une simple salle de radiologie, on pourrait le faire avec le cardiologue qui fait l'examen à distance grâce au système qu'on a mis en place. Et donc, la médecine pourrait être de qualité un peu partout. Alors, en terminant, vous me direz, mais quels sont les problèmes? Et les coûts? Non, je ne crois pas. Non, je vous ai dit, il y a beaucoup d'industries qui sont très intéressées parce qu'en fait, c'est un domaine juteux sur le plan financier. Parce que si on peut éviter des complications, une journée à l'hôpital, ça coûte cher, ça coûte des centaines d'euros. Et donc, ça peut très vite compenser les coûts de ces appareils. Une limitante, c'est que les big data sont obtenus pendant une période donnée. S'il y a un nouveau médicament qui apparaît, un nouveau traitement qui apparaît, attention, l'appareil va utiliser les big data qu'il a à sa disposition et ça devra être évidemment adapté. Et donc, ça, c'est une limitation. Il faut être certain qu'on prend bien ça en compte. Et chaque fois qu'il y a une nouveauté dans le domaine de la médecine,
il faut évidemment l'implémenter dans le système d'intelligence artificielle. Un autre problème, je vais vous montrer l'enfant que l'on évalue à distance, peut avoir plus d'antibiotiques prescrits par précaution. On va quand même donner des antibiotiques, comme quand le médecin n'est pas sûr de lui et dit on va quand même donner des antibiotiques, vous savez, on ne sait jamais. Il peut y avoir des images que l'ordinateur va interpréter de manière erronée. Vous voyez cette image-ci, ça vous prend 2 minutes, et puis, enfin 2 secondes, pardon, 2 secondes, puis vous dites, oui, oui c'est une superposition. Et donc, exactement comme le visage qui allait dans les deux sens, ici, on peut se poser la question de savoir si la machine ne va pas mal interpréter l'image. Et donc, il ne faut pas oublier qu'en cas de doute, la machine doit se taire. Et alors, il y a évidemment les risques de panne et plus encore les risques de hacking qui pourraient effectivement influencer le système. Et ça, évidemment, c'est tous les progrès en informatique qui sont en jeu. La machine ne va pas remplacer le médecin. Le médecin doit rester auprès de son patient, doit rester non pas derrière les ordinateurs du matin au soir, mais exactement comme on le voudrait, doit pouvoir entrer dans les chambres, doit pouvoir voir les malades. Tout ça, ce sont des images d'amis et ils reconnaissent le biais potentiel. Donc, ce n'est pas du tout méchant de montrer ces images. Tout le monde est bien conscient du fait que la machine ne peut pas remplacer l'homme. Et les tours au chevet du malade, l'examen du malade, c'est quelque chose qui reste évidemment essentiel et qui ne doit pas être remplacé par la machine. Et donc, nous aimons les visites, comme on dit en France, les tours, comme on dit en Belgique, au chevet du malade, où on échange les opinions et où on revoit les différents éléments concernant la pathologie du malade. Alors, en terminant, le rôle du médecin, alors, dans tout cela, il va être de plus en plus un rôle de conseiller. Parce que le système informatique aura déjà donné pas mal d'éléments relatifs au diagnostic et relatifs aux options thérapeutiques, mais on peut encore discuter ces options thérapeutiques. On aurait peur que le médecin ne vienne pas assez voir le malade. Je ne vois jamais le malade. Il était ici seulement pour 2 minutes et puis il est reparti. C'est toujours un autre médecin qui vient. Mais la télémédecine, ces progrès nous permettront justement d'avoir plus de médecins apparaissant là. Parce qu'il pourra le faire de chez lui, entre 2 consultations, il pourra le faire de n'importe où. Et donc, le médecin va passer d'un rôle de pic de la Mirandole, la connaissance étendue, vers un rôle de conseiller évaluant le processus de traitement. Vous voyez, le médecin, on a de moins en moins confiance en lui précisément parce qu'on se rend compte qu'il ne sait pas tout. Et quand on se rend compte qu'on a intérêt à aller googler finalement la maladie ou le problème et on aura pas mal d'informations parce que le médecin peut se tromper, etc., etc. Et donc, il y a un certain shift qui se fait vers une plus grande connaissance du côté du malade ou du patient. C'est vrai qu'il y aura moins de médecins, on aura moins besoin de médecins à l'avenir, on aura peut-être moins de médecins au chevet du malade ou lors de ses tours de malade, mais quand je suis appelé par un ami ou l'autre qui me dit « donne-moi le nom d'un bon urologue, d'un bon chirurgien, d'un bon cardiologue », en général, on se réfère à des gens qui ont déjà de la bouteille, qui ont déjà une certaine expérience, mais qui ne sont pas quand même trop vieux. Non, non, celui-là, il est trop vieux. Et donc, finalement, il faut recommander les gens qui ont entre 45 et 60 ans, chose comme ça. Mais la machine, elle n'a pas d'âge. Elle fait aussi bien que le meilleur des médecins et même mieux. Et donc, il y a aussi un rôle important dans les questions éthiques. On a parlé parfois de
patients qui décèdent ou qui survivent, mais il y a tous les intermédiaires. Regardez ici un traitement neurologique. Vous voyez, DC, c'est le traitement, mais vous voyez qu'il y a plus de malades qui sont dans un état neurologique défavorable que dans le groupe standard juste au-dessus. Donc, il y a évidemment pas mal d'intermédiaires entre la vie et la mort. J'adore cette étude extrêmement intéressante où ils ont évalué les états qui sont potentiellement pires que la mort. Quand vous allez à droite sur l'image, la plupart des gens sont prêts à accepter le handicap. Mais quand vous allez vers la gauche, vous commencez à avoir de plus en plus de personnes qui considèrent qu'il vaut mieux être mort que d'être incontinent urinaire et fécal au respirateur. Et donc, il y a un moment où la qualité de vie n'est plus bonne, et là, le médecin peut évidemment jouer un rôle et aider. Vous avez malheureusement tel type de cancer, il y a le choix entre la chirurgie et la radiothérapie, mais il y a une option thérapeutique qui est meilleure. La chirurgie est meilleure que la radiothérapie. Ah bon, alors je prends la chirurgie? Oui, mais attendez, la chirurgie, vous allez être complètement défiguré. Et la radiothérapie, vous ne le serez pas. Qu'est-ce que vous prenez? Ça devient des questions extrêmement complexes, mais que l'on pose en cancérologie, évidemment, ce n'est pas inventé, ce sont des situations que l'on peut effectivement vivre. Et donc, il y a un moment, bien sûr, où il convient de discuter et il y a un moment où il faut bien s'arrêter, la proportionnalité du traitement. Et donc, cet article-ci est intéressant, où on dit que le médecin aura de plus en plus un rôle de conseiller du patient, de moins en moins un rôle de connaissance, mais comme on peut aller, quand on est religieux, vers un curé, eh bien, qu'on soit religieux ou pas, on peut s'orienter vers le médecin pour avoir le conseil approprié. Et il y aura aussi des aspects de contrôle de qualité qui pourront aussi bénéficier d'intelligence artificielle. Aux États-Unis encore, dans certains centres, ce type de tableau dans la situation room, dans la pièce où on se réunit tous les jours pour voir, faire le bilan de ce qui s'est fait à l'hôpital dans la journée. Tout ça va se faire évidemment de manière beaucoup plus informatisée grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, on a fait énormément de progrès et il ne faut pas avoir peur des technologies modernes parce qu'elles ne sont pas nécessairement incompatibles avec le caractère humain de la médecine. L'homme doit contrôler la machine et effectivement, il faut qu'il y ait une convergence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, nous pouvons vraiment nous y engager parce que ça nous permettra d'avoir une médecine personnalisée avec une meilleure qualité des soins et pour le bénéfice de nos patients. Et bien sûr, en Belgique comme ailleurs, on s'est engagé dans cette voie. Il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de défis qui persistent. On ne va pas tout arranger, bien sûr, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie et l'intelligence artificielle va nous aider à améliorer notre monde tout en nous permettant de garder le caractère humain de la médecine. On va arrêter de parler du futur parce qu'il arrive suffisamment vite, mais on peut être optimiste. Les nouvelles technologies sont bienvenues, mais les facteurs humains ne seront jamais remplacés. Le patient doit rester au centre de nos préoccupations et les équipes soignantes restent évidemment fondamentalement importantes. J'ai dépassé mon temps de 5 minutes, mais ce fut en tout cas un plaisir et j'espère vous revoir bientôt et dans d'autres circonstances de manière un peu plus directe que par l'intermédiaire d'un écran. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.